Bonjour et bienvenue au cours de conception de gabarits de montage. Cette semaine, au chapitre 5, nous parlerons de la conception des gabarits d'usinage. Dans ce module, nous allons introduire les différents types de gabarits d'usinage. On va voir des exemples, on va différencier plusieurs types là, de gabarits qui existent en usinage. On va voir aussi les composants importants du gabarit d'usinage, les règles de conception, des trucs de conception, et finalement, on va expliquer le projet numéro 2. Donc, pourquoi un gabarit d'usinage? Premièrement, lorsqu'on usine une pièce qui est complexe et que cette pièce-là, on doit la produire en grande quantité, on ne peut pas nécessairement utiliser des montages généraux comme les étaux ou les mandrins pour le tour. À ce moment-là, il y a un technicien qui s'appelle un outilleur qui, lui, doit être spécialisé pour concevoir et fabriquer les montages sur mesure qui vont respecter l'isostatisme, qui vont résister aux efforts d'usinage, qui vont être rapides à utiliser pour l'usager, qui va être le moins dispendieux possible et qui va être sécuritaire pour l'usager. Donc, les différences avec le gabarit de soudage, c'est que le gabarit d'usinage, on doit positionner seulement qu'une seule pièce dans le montage. Contrairement au gabarit de soudage où on avait beaucoup de pièces séparées dans l'espace qu'on devait positionner pour ensuite les souder avec le procédé de soudage. Ensuite, les autres différences qu'il y a, c'est que le gabarit d'usinage est beaucoup plus précis, donc c'est aux alentours de 10 fois plus précis qu'un gabarit de soudage. Il doit aussi être beaucoup plus rigide. Et à ce moment-là, on va devoir utiliser des structures en plaques en acier très épaisses, donc de 1 demi-pouce et plus. Contrairement au soudage où on avait des plaques et des tubes qui étaient quand même relativement minces, aux alentours de 3,16 à 3,8 d'épais en acier. Ensuite de ça, l'assemblage pour le gabarit d'usinage va être un assemblage boulonné et non soudé. Bien que ça pourrait se produire à quelques reprises, mais c'est plutôt rare qu'on va avoir des gabarits d'usinage qui sont soudés. Ensuite, on va utiliser des éléments de positionnement qui sont plus précis. Donc ici, on va avoir des butées qui sont spécialement faites pour euh, les gabarits d'usinage, qui vont être des pièces rectifiées très précises. Et aussi, on va utiliser des moyens de serrage qui vont être beaucoup plus puissants. Donc, on va avoir des montages qui vont utiliser des serrages qui pourront aller jusqu'à 1000 livres et même qui vont être plus que 1000 livres. Maintenant, si on compare trois méthodes de construction des gabarits, la première méthode, c'est la méthode des pièces moulées. Donc, comme on voit dans le premier exemple qui est ici, la pièce moulée va avoir certaines exigences au niveau du procédé de fabrication des pièces moulées. Ça demande un procédé qui est complexe, qui va coûter très cher au niveau de l'outillage pour fabriquer des pièces moulées. Et ce n'est pas toutes les compagnies qui sont équipées pour faire ce genre de moulage. Maintenant, une pièce qui est moulée présente aussi une précision qui est plutôt faible. Et puis au niveau de la rigidité et de la solidité de la pièce, il pourrait se produire des porosités dans une pièce moulée, ce qui viendrait affaiblir de beaucoup le montage d'usinage. Par la suite, on a aussi les pièces qui sont soudées. Donc, le problème qu'on a ici, c'est que si je veux utiliser des plaques très épaisses pour faire un montage d'usinage qui est très rigide, très solide, souder des plaques très épaisses, ça amène un problème au niveau de la résistance des pièces, étant donné qu'il faut chauffer énormément les pièces pour faire des gros joints de soudure. Mais à ce moment-là, le problème qu'on va avoir, c'est que les pièces vont carrément avoir trop de contraintes à l'intérieur et ça va générer trop de déformations aussi au niveau des pièces. La soudure va tirer beaucoup sur les composantes et ça va générer beaucoup de déformations. Donc, il faudra usiner les pièces soudées par la suite. Donc, il n'y a pas tellement d'avantage d'y aller avec soit un procédé moulé qu'il faut réusiner par la suite ou un procédé soudé où est-ce qu'il faut encore usiner les pièces par la suite à cause des déformations probables. Il ne faut pas oublier aussi que ces deux types de pièces-là peuvent recommander aussi des traitements thermiques pour venir stabiliser les pièces. Étant donné que le soudage ou le moulage, c'est des procédés qui ont des températures très élevées, ça a tendance à créer des contraintes dans tes pièces, ce qui va faire que si tu les usines après, ben, les pièces vont vouloir se déformer encore plus. Maintenant, ça nous laisse une seule option finalement qui est intéressante, qui est la troisième option ici, qui est le modèle construit par boulonnage. Au niveau des assemblages boulonnés,
Ce qui va être intéressant ici, c'est que ça va, en bout de ligne, représenter une construction plus facile à faire avec des grosses plaques très épaisses. Étant donné que, on va être bien positionné pour usiner les pièces avant de les assembler, c'est des pièces qui se trouvent à être plus faciles à usiner. Il n'y a pas de contraintes résiduelles qui s'accumulent dans les pièces, donc il n'y a pas de chauffage de pièces à ce moment-là. On fait seulement que préparer les pièces à l'usinage et on va les assembler par boulonnage. Par contre, ce que ça demande aussi, c'est que si je fais seulement qu'assembler les pièces par boulon, les boulons ne sont pas assez précis pour positionner les pièces les unes par rapport aux autres avec les exigences qu'on a au niveau du gabarit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des goupilles, ce qu'on voit ici dans notre montage. Donc, on a deux petites goupilles qui sont installées à chaque assemblage de plaques pour être certain que mes plaques vont être bien alignées, précises les unes par rapport aux autres. Donc, soyez pas surpris, dans les montages d'usinage, on va pratiquement toujours avoir des assemblages de plaques qui vont comprendre deux boulons et deux goupilles pour permettre un alignement parfait là, ou du moins très précis là, des plaques les unes par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier aussi que les surfaces de contact entre les plaques, donc ces surfaces-là ici, doivent être usinées de façon très précise si je veux avoir une belle qualité d'assemblage. Maintenant, des exemples de gabarits d'usinage, il y a plusieurs modèles, dans le fond, de gabarits qu'on va utiliser. Le premier, c'est le jig en anglais. C'est le gabarit qui va guider l'outil. Donc, il va servir à positionner la pièce, à fixer la pièce, à la tenir solidement. Mais il y a une troisième chose aussi là-dedans, c'est qu'il va servir à guider l'outil. Et ça va me permettre d'utiliser des montages souvent pour le perçage, des guides pour le découpage, etc. Et je n'aurai pas besoin d'utiliser une table de fraiseuse, par exemple, avec des indicateurs numériques ou des choses comme ça pour avoir de la précision. Donc, ma pièce est toujours bien positionnée par rapport à l'outil, ce qui va me permettre d'utiliser des perceuses sensitives, des perceuses verticales, où le bâti, donc le jig en tant que tel, ne sera pas fixé après la table. Donc, c'est vraiment l'usager qui va venir déplacer la jig et qui va venir percer les trous en fonction du guidage de perçage qui va se faire. Donc pour ça, on va utiliser, comme on voit ici, un drill bushing. C'est le genre de montage qu'on va utiliser pour notre projet, notre deuxième projet qu'on va faire dans le cours. Ensuite, les exemples de gabarits, j'en ai d'autres ici à vous montrer. Donc, c'est deux gabarits de perçage. Donc, on en a un ici euh, qui est assemblé avec des boulons. On les voit ici. Donc, boulons d'assemblage, goupilles d'assemblage. On les voit ici. Et puis, j'ai deux drill bushing. Donc, les bushings, dans le fond, c'est les guides pour le forêt. Donc, on les voit ici en vue de côté, ici en vue de dessus. Donc, ça va ressembler un peu à ce qu'on va avoir à faire pour notre projet numéro 2. On a des guides de perçage qui vont ressembler à ça. Et dans l'autre exemple que j'ai ici, ben, on utilise trois appuis que l'on voit ici. Et ces trois appuis-là vont venir créer un appui plan. J'aurai probablement sur le côté ici, on le voit à l'arrière, donc en pointillé, deux appuis qui vont servir à faire l'appui linéaire et j'ai un appui ponctuel ici qui va être ajustable. Donc ça va me permettre de faire un positionnement de ma pièce et je vais ensuite pouvoir utiliser une perceuse verticale sans avoir nécessairement de guidage ou sans nécessairement fixer le gabarit après la table. Donc, c'est sûr que c'est préférable de fixer le gabarit pour éviter qu'il se mette à tourner, là. Donc, mais au niveau de l'alignement, je n'ai pas un alignement précis à faire du gabarit par rapport à la table de la fraiseuse. Donc, c'est un peu comme un montage flottant où ça va être ajusté en fonction du perçage que je vais faire. Ensuite, vous allez avoir un deuxième type de montage d'usinage qui s'appelle le montage guide ou la fixture en anglais. À ce moment-là, ça va être plus pour utiliser avec des appareils soit à commande numérique, des machines à commande numérique, ou des machines conventionnelles, mais qui vont avoir un montage qui est fixé après la table. Et le montage va être aligné avec des clés de montage pour s'assurer que le montage est vraiment parallèle avec votre table de fraiseuse, par exemple. Par la suite, le mouvement de la fraiseuse va venir créer le déplacement précis pour faire l'usinage avec des avances, etc., ou encore un code programmé sur la machine à commande numérique.
Donc finalement, le montage guide va servir uniquement à positionner la pièce et à la fixer. On peut aussi imaginer qu'on pourrait mettre plusieurs pièces assemblées. On va en avoir un autre exemple plus loin. Donc on pourrait mettre plusieurs pièces assemblées sur le même jig, la même fixture, c'est-à-dire pour venir usiner plusieurs pièces en série. Maintenant, à l'intérieur de ces montages-là, il pourrait y avoir des types différents. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, je dirais, de personnalisation, qu'on pourrait dire, là, du gabarit. Donc, il y a des montages très, très standards qu'on va utiliser, que vous connaissez déjà, qui sont les montages d'usage généraux. Donc, les montages d'usage généraux, c'est par exemple des étaux, comme on voit ici, des étaux de fraiseuse standards, étaux de perceuse. On pourrait aussi avoir là-dedans des mandrins pour le tour, qui sont utilisés à chaque fois qu'on a des pièces cylindriques, ou encore des collets qui vont servir pour le tour, mais pour des pièces de plus petit diamètre. Donc, c'est quoi l'avantage d'utiliser un montage général? Eh bien, c'est que ça permet d'avoir un montage qui est vraiment pas très dispendieux, qui est facile à utiliser, qui offre quand même une bonne précision d'assemblage, de montage de pièces, et qui peut être automatique, dans le sens qu'on pourrait avoir un étau hydraulique, on pourrait avoir un étau qui se ferme automatiquement. On a aussi sur les tours à commande numérique des mandrins qui se ferment et qui font un serrage automatique, un serrage hydraulique. Mais c'est bien évident qu'il y a certaines limitations à ce genre de montage-là. D'accord? Donc, c'est que ça nous permet de fixer seulement des pièces qui sont très simples. Donc, si c'est pour du fraisage, dans mon étau, je peux seulement qu'installer des pièces qui sont prismatiques, des pièces rectangulaires, des blocs finalement. Dans un tour, je peux utiliser seulement des pièces qui sont cylindriques. Du moment que j'ai une pièce qui a une forme un peu bizarre, qui ne correspond pas à la forme du mandrin, à ce moment-là, je ne peux pas fixer ma pièce dans ça, ça me prend un montage spécial. Par la suite, on a le montage permanent. Pourquoi on l'appelle permanent? Parce que c'est un montage qui est fabriqué spécialement pour une pièce en particulier. Donc, on ne peut pas usiner différents types de pièces avec ce type de montage-là. C'est vraiment un montage qui sert à un seul type de fabrication. Donc, il est usiné sur mesure. C'est un montage qui est beaucoup plus dispendieux à faire que les montages généraux, qui sont des montages standards. Donc ici, c'est un montage qui est long à concevoir, qui va être long à fabriquer, qui va coûter plus cher. Maintenant, il y a des grands avantages, c'est que ça va permettre un grand volume de production, étant donné que les pièces sont beaucoup plus rapides pour le changement de pièces. Aussi, ça va me permettre de positionner des pièces qui ont une grande complexité géométrique. Euh, donc, en mettant les surfaces puis les appuis aux bons endroits, je suis capable d'utiliser le montage pour fixer des pièces qui ont des formes très complexes. Ensuite, ça me permet de monter plusieurs pièces en série. Donc, si je voulais, dans mon montage, je pourrais installer 5, 10, 15, 20 pièces en série et ma fraiseuse aurait juste à passer en ligne droite, par exemple, puis faire la même rainure sur toutes les pièces. Donc, ça me permet de sauver beaucoup de temps à ce niveau-là aussi. Et en plus, c'est un montage qui peut être automatisé. Si j'utilise, par exemple, des moyens de serrage qui sont automatiques, comme hydraulique ou pneumatique, à ce moment-là, ça peut me permettre de sauver du temps encore plus pour euh, le montage des pièces. Maintenant, on vous donne un exemple ici de montage qui est en série. Ici, on a vraiment beaucoup de pièces qui sont installées sur notre fraiseuse à commande numérique. On a un indexeur qu'on voit ici qui va faire pivoter tout le montage. Donc, ça me permet à l'usager d'installer 4 pièces sur chaque côté ou 8 pièces. C'est difficile à voir, là. C'est soit 4 ou 8 pièces, là, tout dépendant de la forme des pièces, qui sont installées de chaque côté du bloc de montage. Donc, vous comprenez que ça permet de sauver beaucoup de temps de montage. On peut même avoir deux montages en rotation, deux fraiseuses qui font le même genre de production et l'usager fait juste monter les pièces dans une fraiseuse pendant que l'autre se fait usiner. Le troisième type de montage qu'on voit, c'est les montages modulaires. Le montage modulaire, c'est un montage qui est très dispendieux parce que c'est comme un kit, un ensemble de composantes, un peu comme un jeu de mécano ou un jeu de Lego, avec lequel je vais pouvoir assembler des centaines et des centaines de variations de montage sur les mêmes plaques avec les mêmes accessoires.
Donc, le coût d'achat initial est très élevé. Donc, on parle pour un kit de montage de 10, 15, 20, 50 000 dollars que ça pourrait coûter pour un kit d'assemblage comme ceux-là. Pourquoi c'est si cher? Ben, c'est que chaque composante est rectifiée avec une grande précision. Et c'est des pièces qui vont être utilisées à plusieurs répétitions. Donc, il faut que ce soit des matériaux très résistants, avec des surfaces trempées et durcies pour résister à l'usure. C'est aussi des pièces de grande précision, encore une fois, là, donc à ce moment-là, ça demande de l'usinage qui coûte très cher. Mais par contre, une fois que le kit est acheté, une fois que l'investissement initial est fait, ensuite, fabriquer ou concevoir les montages, ça se fait comme un jeu, dans le sens que à chaque composante différente, on va pouvoir utiliser les mêmes accessoires et ainsi sauver du temps de conception et de fabrication pour les montages futurs. Pardon. Donc, c'est un montage qui est rapide à concevoir, rapide à fabriquer. C'est quand même bon pour les grands volumes de production. Euh, il peut être démonté et réutilisé à l'infini ou presque. Et ça permet de positionner des pièces de moyenne complexité. Donc, tout dépendant des composantes qu'on a, on pourrait être limité dans la complexité des pièces qu'on veut faire. Ça permet aussi de monter plusieurs pièces en série, comme on aurait pu faire avec le montage permanent. On peut faire aussi un hybride entre les montages permanents et les montages modulaires. Donc, il pourrait y avoir des exemples où on utilise une base modulaire, mais avec des pièces, des composants qui sont usinés en partie pour fixer les pièces qui auraient une plus grande complexité géométrique. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser un montage permanent qui est usiné presque au complet, mais que dans ce montage-là, on va utiliser une ou deux ou trois composantes qui viennent d'un kit modulaire. Donc, on peut faire des hybrides aussi entre les modèles. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de choisir à partir de quel moment je vais utiliser un montage permanent, un montage modulaire ou encore un montage qui est automatisé? OK, ici, on ne parlera pas des montages généraux. Donc, si je fais juste comparer trois types de composants ou de gabarits. Donc, le gabarit permanent, le gabarit modulaire ou un gabarit automatique avec de l'hydraulique. Tout d'abord, ce qu'il faut calculer dans les coûts de revient, c'est le montant que ça va coûter pour faire fonctionner le gabarit. Donc, le temps que ça va prendre finalement pour monter la pièce et faire l'usinage. Donc, tout dépendant des montages, le modulaire va coûter à peu près le même montant à faire fonctionner que le permanent, mais le montage hydraulique ou automatique, lui, va coûter moins cher parce que, étant donné qu'il est automatique, c'est moins long pour l'usager de fixer les pièces. Ensuite, lorsqu'on va faire les setups initiaux, donc quand on va installer le montage pour la première fois, on voit ici que, ça, ce n'est pas les coûts de fabrication du montage, là. Donc le montage permanent ou hydraulique, imaginez c'est déjà fabriqué. Donc le temps que ça prend pour aller au magasin, aller chercher le montage, puis aller l'installer sur la machine. OK? Donc c'est ça les setup costs. Donc c'est le coût que ça coûte. Maintenant, le montage modulaire est beaucoup plus dispendieux ici parce que les composants sont tous démontés. Il faut que l'outilleur assemble le montage modulaire, donc ça c'est très long, comparé à un montage permanent qui est déjà construit ou un montage hydraulique qui est déjà construit. Le montage hydraulique est un peu plus dispendieux à installer parce qu'il y a des conduites hydrauliques, il y a des unités hydrauliques, il y a probablement des systèmes automatiques qu'il faut calibrer, qu'il faut ajuster et faire de l'entretien sur ces composantes-là qui sont plus complexes. Donc, on a un montant qui est plus dispendieux. Et bien sûr, la fabrication du montage en tant que tel va coûter beaucoup plus cher pour un montage hydraulique et automatique. Donc là, on parle du double du montage permanent, qui lui est un montage usiné, donc ça coûte plus cher qu'un montage modulaire. Le montage modulaire, lui, son coût est réparti sur plusieurs années, étant donné que les pièces modulaires peuvent servir à plusieurs montages. Donc ici, on trace un graphique. Si on fait la formule suivante, c'est-à-dire on calcule le coût par pièce, le coût de revient par pièce qu'on produit, il faut comprendre que si on a une petite production, ça ne donnera pas les mêmes résultats que si on a une très grande production. Donc, on a ici une comparaison entre
le coût de revient pour 100 pièces, 500 pièces, 1000, 2500 et 5000 pièces. Et on va vous tracer un graphique en fonction de la quantité de pièces qu'on va fabriquer et du coût de revient par pièce. Donc là, on va voir que si je n'ai pas beaucoup de pièces à fabriquer, si je suis au début ici, le montage modulaire est moins dispendieux parce que son coût de revient qui est réparti sur plusieurs années est beaucoup moins grand. Si j'ai plus de pièces à fabriquer, supposons que je me rends aux alentours de 1000 pièces, eh bien, c'est le montage permanent qui est le moins dispendieux parce qu'il offre un bon compromis entre coût initial de production et le coût de revient par pièce qui est plus rapide qu'avec les pièces modulaires. Et finalement, si j'ai des très grandes quantités de production, on va voir ici que c'est le montage permanent hydraulique ou automatique qui va me permettre de sauver le plus au niveau des coûts de production par pièce, étant donné que le temps d'utilisation du montage est vraiment rapide. Ensuite, la conception ou des composantes d'un gabarit d'usinage. Premièrement, ce qu'on va retrouver dans notre gabarit, c'est une base qui va être fixe. Donc, contrairement, je dis ça, mais ça pourrait arriver qu'on ait une base rotative aussi, mais ça prend des systèmes d'indexage. OK? Donc, c'est des systèmes qui sont un peu plus complexes. À ce moment-là, si j'ai une base fixe, la base va être composée d'une plaque qui est habituellement très épaisse. Donc, on parle de 3 quarts de pouce à 1 pouce et demi d'épais. Donc, c'est des montages qui sont généralement très lourds. Puis, il y a un avantage à avoir un montage très lourd, c'est que ça va absorber les vibrations lors de l'usinage. C'est pour ça que c'est important d'avoir des pièces qui sont massives lorsqu'on va utiliser un gabarit d'usinage. Les plaques peuvent être découpées au laser, découpées à d'autres procédés comme oxyacétylène ou encore au plasma. Et puis, les plaques peuvent être achetées toutes faites aussi. Les fabricants de composantes vont vous proposer des bases qui sont soit faites par moulage, donc des bases en fonte qui sont usinées, très précis. Et à ce moment-là, on va vous offrir des caractéristiques qui sont standards. Donc, on va vous donner une planéité à 8-10 millièmes, un parallélisme à 8-10 millièmes, et on vous donne des tolérances aussi d'épaisseur, on vous donne des tolérances de positionnement des trous, etc. Donc, c'est vraiment des composantes de haute précision. Éventuellement, c'est plus cher aussi de les acheter comme ça. Mais souvent, on peut se débrouiller en prenant une plaque qui est juste découpée au laser ou découpée avec d'autres procédés. Et ça va me permettre de sauver un peu d'argent. C'est sûr que la précision va être moins bonne à ce moment-là. Les éléments importants d'une base pour faire notre montage d'usinage, bien, ça va vous prendre des trous ou des rainures pour fixer sur la table de la machine-outil. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai des trous, ces trous-là ici, qui vont permettre de passer des boulons pour venir assembler avec des écrous en T. En anglais, des T-nuts. OK? Donc, on les voit ici. Donc, c'est des écrous qui vont s'insérer dans les rainures de la table de fraiseuse. Donc, c'est sûr que ça prend un système de fixation. Ce qu'on avait dans la page précédente, c'était des rainures. Donc, on avait vraiment ici des rainures. C'est plus facile de fixer une plaque quand c'est des rainures que quand c'est des trous, parce que pour l'alignement entre l'écrou et la vis, c'est plus difficile si on n'a pas une ouverture. Pardon. Deuxième chose qu'on va retrouver, c'est les clés de montage. Donc, une clé de montage, c'est comme un cylindre, on le voit ici. Ce cylindre-là, il y a comme des rainures de chaque côté. Et ça va permettre d'aligner mon montage par rapport à la table de la fraiseuse. Donc, je vais pouvoir mettre mon montage parallèle avec les axes de la fraiseuse grâce à ces deux clés-là. Ça va être un élément important dans certains montages. Et finalement, vous allez avoir des trous filetés qui vont permettre d'installer des œils de levage. L'œil de levage, comme on voit ici certains exemples, ça va permettre de soulever facilement avec un treuil les montages qui seront trop lourds pour l'usager pour éviter des problèmes de blessures au niveau du travail là, pour l'utilisateur du montage. Donc, pour faciliter l'installation, on peut installer des œils de levage
Si les œils de levage sont en conflit avec le montage, on peut les enlever, faire l'usinage et les replacer par la suite. La limite de poids, je n'ai pas vraiment de chiffre exact au niveau du poids que ça prend pour utiliser des œils de levage, mais juste par pratique comme ça, là, je vous dirais qu'au-delà de 50 livres, donc à peu près 25 kilos, là, c'est recommandé d'utiliser des œils de levage pour faciliter le transport des montages d'usinage. Certains montages d'usinage vont être relativement simples. On va utiliser pratiquement euh, que seulement qu'une plaque de montage avec des éléments de serrage et de positionnement fixés dessus. Donc, ça peut être très simple, un montage d'usinage. On a ici une pièce qui va être usinée sur une fraiseuse, par exemple, et on imagine qu'en dessous, ici, à ce niveau-là, on a des appuis ponctuels qui sont des butées, et puis on a de chaque côté des goupilles, donc deux de ce côté-là, et une ici, qui vont me permettre de faire l'alignement de la pièce. On va avoir deux brides de serrage qui vont faire des forces de serrage ici de chaque côté. Et j'ai un plongeur à ressort qui va créer une force de serrage pour aider au niveau du montage de la pièce. On pourrait utiliser aussi des éléments de positionnement comme des V-blocs. Si j'ai des pièces cylindriques, on va utiliser des V-blocs. Si j'ai des pièces qui doivent être usinées à la verticale, on peut utiliser les équerres, les T, qui vont me servir au montage. Donc, je peux fixer ces pièces-là, les percer aux bons endroits pour les fixer. Et les fabricants vont me spécifier une précision au niveau de l'angle de 90 degrés pour ces pièces-là. Donc, ici, je vous donne un exemple d'un montage qui est fait sur une équerre. Donc, on veut usiner les pièces, mais dans une autre direction. Possible d'orienter le montage avec un équerre. Maintenant, les éléments de positionnement qu'on va utiliser pour concevoir notre montage d'usinage, ceux qu'on voit le plus souvent, c'est les butées, les rest buttons. Donc, ces butées-là vont travailler à la verticale. Donc, on le voit ici avec les flèches. Donc, la force va être vers le bas et je vais supporter ma pièce avec ces boutons-là. Donc, ça va venir limiter l'usinage qui va être à faire sur mon montage. Donc, je n'ai pas besoin d'usiner toute la surface. Je pourrais usiner, par exemple, juste un spot face qu'on appelle, donc juste une portion et venir appuyer mon bouton sur ces portions-là qui vont être bien au niveau, qui vont être précises. On peut aussi avoir dans des montages d'usinage des boutons qui sont ajustables. Moi, je ne le considère pas comme très intéressant pour les conceptions qu'on va faire dans le cours, euh, parce que je veux qu'on pratique certaines notions de dessin et de tolérancement pour le deuxième projet. Mais vous avez cette façon de faire là aussi en atelier que souvent on va pouvoir mettre des composants ajustables. Le dernier qu'on a ici, c'est un palonnier qu'on appelle. Donc, le palonnier, c'est comme en fait, c'est comme si j'avais juste un appui ici, sauf que je vais le répartir à deux endroits et j'utilise une bascule. Donc, on le voit ici, il y a comme un mouvement de bascule qui pourra se faire par rapport au pivot qu'il y a au centre. Donc, ça va me permettre d'avoir, d'un point de vue isostatique, c'est comme si j'avais juste un point de contact, mais je vais avoir une composante qui supporte à deux endroits ma pièce. Donc, le palonnier est un peu spécial. On ne voit pas ça tellement souvent, mais c'est quelque chose qui existe. Ensuite, les autres éléments de positionnement qu'on va utiliser, donc là, on va travailler avec du positionnement sur le côté des pièces et non pas sur le dessus, comme on avait pour les butées ou les supports euh, de type rest button. Donc ici, c'est vraiment des supports latéraux qu'on va avoir. Donc le premier qu'on a, c'est la butée concentrique. C'est vraiment comme une goupille de différentes grosseurs, dans le fond, qui va venir s'insérer dans la pièce. Donc, on le voit ici, elle va venir remplir complètement l'espace intérieur de ma pièce. Ça peut fonctionner à l'inverse aussi, où est-ce qu'on aurait une pièce qui viendrait s'insérer dans le gabarit comme ça. Et là, ça va être supporté sur toute la circonférence, comme on voit ici, sur toute la circonférence de la goupille. Il faut faire attention ici, les tolérances vont être extrêmement importantes, donc il y aura des calculs à faire à ce niveau-là. D'autres éléments de positionnement, c'est les butées radiales, qu'on appelle aussi les diamond pins. Donc, l'avantage d'une butée radiale, comme on voit dans la première figure qu'on a ici, c'est que ça va lui permettre de travailler dans une seule direction. Donc, la butée radiale travaille uniquement dans
un sens, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Celle-là ici va travailler aussi à la verticale. Dans la deuxième figure, on voit le mouvement qui est bloqué, là. Donc, ça vient vraiment bloquer au niveau de cette goupille-là. On va bloquer dans le sens vertical encore une fois. Donc, il n'y a pas de contact qui se fait sur les côtés, ici. Pour la pine qui est ronde ici, c'est elle qui va permettre un premier positionnement en XY, tandis que le deuxième côté ici va travailler uniquement en Y. Donc, on voit ici une vue qui est plus détaillée là, du diamond pin. Donc, c'est vraiment comme une goupille qui est ronde, qu'on est venu usiner ici de chaque côté, on est venu enlever de la matière, dans le fond, pour éviter qu'il y ait un contact latéral. Ensuite, les éléments de positionnement suivants, c'est les plongeurs à ressort. Donc, on a déjà utilisé certains types de plongeurs pour le premier projet. Ici, dans notre deuxième projet, ça va être très utile pour faire de l'indexage. OK, on va se servir de ce type de plongeur-là pour venir bloquer la rotation d'un équipement. Donc, on le voit ici, j'ai un plateau d'indexage sur cette figure-là et c'est mon plongeur qui va venir bloquer les positions. Donc, on va utiliser quelque chose de vraiment similaire à ça pour faire notre deuxième projet. Il y a d'autres types de plongeurs qui existent, donc les formes de la tête, les extrémités aussi peuvent être légèrement différentes, etc., mais le principe est toujours le même. On pourrait utiliser aussi des plongeurs à ressort à billes, qu'on appelle en anglais le ball nose spring plunger. Donc, ce type de plongeur-là, l'usager ne peut pas faire un mouvement pour retirer la bille, pour reculer le plongeur comme on faisait avec l'autre modèle. Donc, la bille est seulement que poussée par le ressort. Et quand je vais faire une rotation de mon montage, donc ici je le vois sur mon montage d'indexage, sur cette portion-là, donc à ce niveau-là ici, c'est la bille qui va venir s'enclencher automatiquement dans les trous et ça va venir bloquer la rotation du plateau. Donc, ça prend des trous qui sont juste bien calibrés, comme on le voit dans la figure ici à côté, pour que lorsque je vais mettre une force pour tourner mon plateau, la bille va pouvoir sortir du trou. Donc, parce que j'ai rien pour tirer sur la bille. Okay? Donc, c'est un montage qui est plus facile à utiliser dans le sens que l'usager n'a pas besoin de retirer le plongeur à chaque fois. Donc, il n'y a pas un blocage aussi efficace. Ce qui fait que c'est moins intéressant lorsqu'on a des grandes forces d'usinage parce que la bille ne sera pas nécessairement assez forte pour résister à des grandes vibrations et des grandes forces d'usinage. Donc, tout dépendant de ce que vous avez à faire. Si c'est des petites forces, on peut prendre un plongeur à bille. Si j'ai vraiment des grandes forces d'usinage, ben à ce moment-là, je vais utiliser le plongeur précédent qui était vraiment avec une tige cylindrique, comme une goupille finalement, qui vient s'installer, qui vient bloquer le montage. Ensuite, les éléments de serrage pour notre gabarit. Ce qu'on va utiliser, ça va être les brides de serrage. Donc, les brides de serrage, souvent, il y en a plusieurs types qu'on va utiliser. Le modèle que je vous montre sur cette diapositive-là, c'est le modèle qui est le plus utilisé en usinage. Donc, c'est un modèle de bride qu'on doit utiliser avec une clé pour venir le fixer puis venir faire la force de serrage. Très peu dispendieux, très solide, très fort, sauf que c'est long à installer. Ça, c'est son désavantage principal. Et j'ai besoin d'un outil. Donc, si c'est pour un montage, un gabarit d'usinage, je dois avoir des montages qui fonctionnent sans outils si possible et qui sont très rapides pour les grandes cadences de production. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur modèle pour utiliser dans nos projets de gabarit d'usinage. Je vous mets le petit tableau ici qui vous représente les forces de serrage d'une bride. Donc, tout dépendant du diamètre que vous allez utiliser pour la vis. Donc, si je vais avec une vis numéro 1032, ça me donne environ 300 livres de serrage, à aller jusqu'à 1 pouce 8 de filet, qui va vous donner une force de serrage d'environ 10 000 livres. Okay? Ça, c'est à 33 de la limite maximum, la limite élastique de notre matériel. Ce qui veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 30 000 livres de serrage avec une vis d'1 pouce et la vis sera encore bonne. Maintenant, des stratégies pour le serrage pour éviter d'avoir des problèmes. Concernant les brides de serrage, un des problèmes qu'on a, c'est qu'étant donné que la force est très grande pour le serrage, on va venir déformer les pièces. Donc, pour ça, le truc à suivre, c'est de toujours placer nos brides de serrage vis-à-vis les appuis.
comme on a ici sur la première figure A. Et sachez aussi qu'il y a certains modèles de brides qui vont permettre un dégagement meilleur pour les outils. Donc, si on compare le premier modèle qui est ici, on a une tête de vis qui sort très haut. Ben, il y a moyen d'utiliser des vis qui sont plus basses. Eux, ils l'appellent le gooseneck. Donc, c'est une bride avec un crochet comme qui va venir abaisser la hauteur de la vis. Donc, ça permet plus d'espace pour les outils qui vont venir usiner la pièce. On a des stratégies aussi pour nos brides pour accélérer le travail ou la vitesse d'utilisation. Donc, on va utiliser des brides rotatives. Donc, c'est comme une bride, dans le fond, qui est semblable, mais qui est modifiée pour permettre un mouvement de rotation. Donc, on le voit ici sur notre bride. Quand on va la desserrer, ça va être possible de la tourner de côté et je vais pouvoir dégager ma pièce plus rapidement. Euh, le désavantage avec ça, c'est que la composante est plus chère et je dois faire un usinage, comme on voit ici, qui est un peu particulier, là, avec un épaulement, donc un chambrage ici qui est de diamètre différent, qui est précis en plus. Donc, c'est un diamètre qui doit être usiné précisément à l'aisé. D'autres types de serrage, donc c'est les brides latérales, qu'on appelle les edge clamps. Ce type de bride-là va venir faire un serrage latéral, donc ils vont forcer de côté. Donc, la force va être dirigée dans ce sens-là. Donc, ça va venir, quand je vais venir visser ma pièce, ça va créer un effet de coincement, si on peut dire, et ça va générer une force pour venir fixer mes pièces. Ça a un grand avantage, c'est que c'est des composantes très compactes, donc très petites, qui vont permettre un serrage dans des montages où j'ai beaucoup de composantes, puis c'est assez complexe. Souvent, on va utiliser ce genre de serrage-là. Autre montage aussi qui est intéressant, c'est les poignées de type cam, en anglais cam handle. Ils vont s'installer avec une bride standard, sauf qu'au lieu d'avoir une tête avec un écrou ici que je viens visser, mais je vais remplacer l'écrou par une came. Ça va me permettre de visser ou d'actionner rapidement le serrage, puis qui va être quand même très fort, mais un petit peu moins fort que ce qu'on a avec les brides standards qui sont filetées avec un écrou. Le problème aussi, c'est que c'est moins stable au niveau des vibrations. Ça a tendance à se desserrer lorsqu'on va mettre beaucoup de vibrations sur ces montages-là. Maintenant, des règles de conception pour un gabarit d'usinage permanent qui va être intéressant. Donc, lorsqu'on va faire la conception de notre gabarit, des trucs à faire attention. Premièrement, les appuis devront être placés de façon à résister aux forces de serrage. Donc, les forces de serrage, on les voit ici. Si je fais un usinage en rotation comme ça, mes forces vont être dirigées puis vers la gauche, et je veux avoir un montage qui va être rigide de ce côté-là. Donc, mon serrage va se faire de l'autre côté. Même principe pour du perçage. Donc, je vais venir clamper mes pièces de chaque côté ici pour être sûr que la force de friction et les goupilles d'appui que j'ai de ce côté-là vont venir résister à la torsion que j'ai sur ma pièce. On va essayer d'éviter de déformer notre pièce lors du serrage. Donc, j'avais déjà parlé qu'il faut que les serrages soient opposés aux appuis pour avoir une bonne rigidité, puis éviter de modifier ou de briser les pièces. Ici, je vous en donne un autre exemple où j'ai une pièce qui est comme un anneau qu'on doit venir usiner sur le dessus. Eh bien, plutôt que de prendre des composantes qui vont forcer de façon latérale et venir déformer ma pièce comme ça, on peut dire, ben, à ce moment-là, je vais installer des brides qui vont forcer sur le dessus comme ça. Et ça va éviter de déformer ma pièce. Malheureusement, ce ne sera pas toujours possible. Une autre façon de faire aussi pour ce type de montage-là, ce serait d'usiner des morts mous qui ont la forme de ma pièce. Là, ça ne va pas très bien avec la souris, mais vous imaginez des composantes qui seraient comme des croissants que je viendrais ici placer tout le tour de ma pièce, qui viendraient épouser la forme de la pièce. Okay? Puis là, je pourrais mettre une force de serrage et ça éviterait de déformer mes composants, comme ceci. On s'excuse pour la qualité du dessin. Ensuite, on va essayer de maximiser l'espace entre les appuis. Donc ça, on en avait déjà parlé lors de notre cours sur l'isostatisme. Donc on va essayer de distancer le plus possible les appuis pour maximiser la précision. Vous allez aussi penser à l'accumulation des copeaux et des liquides de coupe.
dans votre montage. Donc, sachez que les copeaux vont s'accumuler dans les petits raccoins de votre montage. Il faut prévoir que quelqu'un va devoir nettoyer ces composantes-là. Donc, c'est intéressant de penser à l'avance à où vont se ramasser les copeaux, où va se ramasser le liquide de coupe et faire des trous pour évacuer le liquide ou encore de certains types d'usinage qui sont plus faciles à nettoyer que d'autres. On pourrait aussi utiliser des détrompeurs qu'on appelle. Le détrompeur, c'est comme une composante supplémentaire qui ne positionne pas la pièce, mais qui va empêcher que l'usager mette la pièce du mauvais bord. Donc, on le voit ici sur notre composante. Ce serait impossible d'installer la pièce dans le montage de la mauvaise façon. Même principe pour la deuxième pièce qu'on a ici. Vous avez une goupille qui sert uniquement à détromper le sens d'installation de la pièce. Donc, la pièce ne pourrait pas être installée de l'autre côté parce que la goupille ne pourrait pas rentrer dans ce trou-là. Encore une fois, on va utiliser des ressorts, des butées à ressort ou des spring plungers pour venir créer des forces, des légères forces qui vont me permettre de faciliter l'installation de la pièce. Donc, la pièce va tenir en place précisément, puis là, je vais pouvoir venir clamper la pièce avec beaucoup de force. Elle ne cherchera pas à se déplacer lors du serrage. Il faut aussi porter attention à l'usager. Encore une fois, c'est le même principe que pour les gabarits de soudage. Les gabarits d'usinage, je dois penser à l'ergonomie de mon montage. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd. S'il est trop lourd, à ce moment-là, je dois mettre des œils de levage. La position de travail aussi doit être correcte pour éviter les blessures à long terme. Il faut penser à la sécurité de l'usager. Donc, il faut éviter d'avoir des éléments tranchants. Puis il faut éviter aussi, lorsqu'on va faire des déplacements avec les composantes, d'éviter des coinçages, que les gens se pincent les doigts ou s'écrasent les mains, par exemple, dans le montage. Il faut aussi que les composantes soient accessibles. Si j'ai des trucs à démonter avec des outils, mais ça prend une place pour que l'outil puisse passer. Donc, toujours prévoir qu'on va avoir soit des outils, soit des composantes qui sont en mouvement. Il faut que les mouvements puissent se faire. Avec SolidWorks, on peut facilement visualiser en 3D, là, c'est le dégagement des outils, par exemple. Si vous avez des outils à utiliser avec votre montage, une pratique intéressante, c'est d'attacher les outils. Donc, soit de les attacher avec un fil, une chaîne ou quelconque moyen pour éviter que les outils soient perdus, puis que lorsqu'on arrive pour utiliser le gabarit, ben, il y a des pertes de temps dues au fait que l'outilleur doit aller chercher des outils pour être capable de faire l'installation. Une autre pratique qui est intéressante, c'est de peinturer en jaune les composantes qui sont mobiles ou qui peuvent potentiellement être dangereux pour l'usager. OK? Donc, si vous avez une composante qui est plus pointue, il faudrait la mettre en évidence pour qu'elle soit bien visible, que ce soit indiqué sur le montage qu'il y a une composante qui est plus dangereuse de faire attention. Maintenant, on serait rendu à parler du projet numéro 2. OK. Donc, pour le projet numéro 2, on va faire la conception d'un gabarit d'usinage et on va devoir faire un montage qu'on appelle un montage d'indexage. La pondération du projet est de 40%. Il y aura un 4%, c'est-à-dire qui va être donné pour la qualité du français dans ce projet-là. Le projet sera noté sur 235 points. Donc, le projet consiste à faire la conception d'un gabarit d'usinage particulier. Il doit permettre de positionner la pièce pour des perçages répartis sur la circonférence de la pièce, ce qu'on appelle un indexage. Donc, le trou usiné va être les trous qui sont représentés sur cette position-là, donc qui sont pointés par la flèche. On va devoir utiliser la modélisation en contexte d'assemblage de SolidWorks. L'usinage doit se faire sur une perceuse verticale et non pas sur une CNC. Le montage doit être rapide pour la production de moyenne série. Et vous devrez utiliser des composants standards de positionnement qui sont disponibles habituellement dans des compagnies comme Carlane, McMaster, Jurgens. C'est un montage permanent, donc il doit être usiné et on ne devra pas utiliser de pièces modulaires dans ce montage-là. Le modèle 3D de la pièce contient des configurations différentes pour chacun des étudiants et la pièce, vous devrez choisir une configuration et travailler avec cette configuration-là tout au long du projet.
Donc, ça va être important d'indiquer quelle configuration vous avez choisie. Ensuite, la mise en plan correspondante doit identifier les dimensions et les tolérances importantes. Donc, on va la voir tout à l'heure. Donc, il y a une mise en plan de la pièce qui est fournie, qui correspond à votre configuration de pièce que vous aurez choisie. Maintenant, le travail à fournir sera en PDF, contrairement à ce qu'on voit ici, et tous les dessins seront en format 11 par 17. Et il faudra fournir cette page-là dans votre document comme étant la première page ou la page de présentation qui me permettra de faire la correction de votre projet. Maintenant, les points seront alloués pour la présentation, le calcul ou l'analyse de positionnement isostatique. On aura des points pour le calcul des efforts d'usinage. La théorie viendra dans les semaines suivantes. Vous allez faire une recherche de solutions qui existent déjà. Vous allez me dessiner des croquis sur la solution choisie. On va utiliser des composants standards, donc il faudra me fournir des annexes concernant les composantes qui ont été choisies. Je veux savoir les précisions des composantes, les capacités en charge, en livres, en résistance, etc. Ensuite, vous allez faire la conception et la modélisation 3D. Donc, je vais donner des points pour la qualité de la conception. Et ce sera votre première remise qui habituellement prend environ 3 semaines. Ensuite, le calcul des tolérancements va se faire en dedans d'une semaine ou deux. Et par la suite, on va produire les dessins d'ensemble du montage sans la pièce. On aura à produire un dessin mécano-soudé de la base ou encore les dessins de détail, tout dépendant, les dessins de détail de la pièce assemblée qui va créer la base, qui comptera pour 25. Et en plus, s'il y a d'autres composantes dans notre montage, et il devrait nécessairement y en avoir, ça va compter pour 35 points. Ou encore, toutes les pièces fabriquées, qui comptera pour un total de 60. Donc, je répète ça pour que ce soit clair. Si vous avez une base qui est mécano-soudée, le dessin mécano-soudé va compter pour 25 points et les pièces usinées vont compter pour 35 points, donc les détails des pièces usinées. Si vous avez une base qui est fabriquée complètement avec des pièces usinées, vous devrez fournir les dessins de détail de toutes les composantes et les composantes de la base pour un total de 60 points. Encore une fois, la remise va prendre environ 1 à 2 semaines pour cette portion-là. Maintenant, je décris dans le document que vous avez sur le partage pour le projet numéro 2, je détaille chaque partie du document, qu'est-ce que je vais avoir exactement, comment on va concevoir, qu'est-ce que je vais avoir comme tableau, etc. Donc, je n'explique pas ça en détail aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les périodes de démonstration. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon travail.